et bienvenue à ce deuxième séminaire web de la Fondation AO Alliance qui va traiter des fractures de la palette humérale chez l'enfant dans les pays en voie de développement. Ce web séminaire est une innovation après les webinaires en langue anglaise car il est le premier web séminaire en langue française. Pour vous le présenter, je serai assisté par mon ami le docteur Léonard Panza, qui va vous dire un petit mot de salutation. Oui, Léonard? Ok, merci Florent. Je m'appelle Léonard Banza. Je suis chirurgien orthopédiste. Je travaille au Malawi à l'hôpital central de Kamuzu. Mon rôle cet après-midi sera de assurer la modération de cette séance, mais aussi je vous invite à m'envoyer toutes les questions possibles pendant que mon collègue sera en train de faire sa présentation. Merci à toi, Florent. Ok, merci Léonard. Alors, l'agenda de ces 45 prochaines minutes sera que je vais vous parler brièvement au début de la Fondation AO Alliance, puis nous irons droit dans le sujet en parlant du traitement de ces fractures de la palette humérale chez l'enfant dans les pays en voie de développement et à faible revenu, donc dans nos pays. Puis, à la fin de l'exposé, suivra une période de questions en temps réel avec les présentateurs, c'est-à-dire moi-même et Léonard, auxquels nous pourrons répondre. Et même après la fin de la présentation, nous vous donnerons du temps pour pouvoir répondre à d'autres questions hors ligne. Alors, pour parler de la Fondation AO Alliance, il s'agit d'une fondation à but non lucratif qui a pour objectif d'améliorer les soins pour les fractures dans les pays en voie de développement et à faible revenu. Pour ce faire, la Fondation a décidé de se baser sur l'éducation et le renforcement des ressources personnelles et techniques. Quant à l'exposé lui-même, qui va traiter des fractures de la palette humérale chez l'enfant dans les pays en voie de développement et à faible revenu, je vais commencer par vous raconter une histoire en principe classique et que vous connaissez tous. C'est celle d'un garçon de 6 ans qui, après une chute sur le bras pendant des travaux à la ferme, présente à l'examen clinique un œdème très important du coude gauche. Un bilan vasculaire et neurologique fait s'est révélé normal. Il présente cependant une impotence fonctionnelle de ce membre. La suite de l'histoire, c'est d'habitude le trajet. Après qu'il n'ait eu aucun traitement à l'avant-poste de santé, c'est-à-dire au centre de santé développé ou intégré, il est mis en route et à cause du manque de connaissances des personnels sur place, sans aucune immobilisation plâtrée ni du membre traumatisé, et après environ 2 jours de marche jusqu'à la route principale, il va se retrouver en ville aux urgences de l'hôpital régional ou l'hôpital central environ 5 jours après la chute. Le reste de l'histoire est souvent que si l'enfant est chanceux, il va rencontrer un praticien aguerri et avéré qui pourra lui donner le traitement adéquat et achever une guérison complète. Si le gamin est malchanceux, il risque d'habitude une incapacité permanente. Nous pensons que ça ne devrait pas être une question de chance. À la fin de ce séminaire web, vous devrez être capable de reconnaître et diagnostiquer les fractures du coude ainsi que les lésions associées chez les enfants et les adolescents. Puis, pouvoir expliquer la gravité de ces fractures et savoir
qu'elles sont parfois méconnues. Vous devrez être capable de définir les options de traitement et les attitudes dans les pays à faible revenu avec des ressources limitées. Puis, enfin, vous devrez être capable de prévenir, identifier et gérer les complications consécutives à ces fractures supracondyliennes. Pour entrer dans le sujet, les généralités de ces fractures disent dans la littérature qu'elles occupent environ 65% de toutes les lésions traumatiques musculo-squelettiques chez les enfants. Et parfois, dans nos milieux sous-développés, obtenir un cliché radiologique est souvent difficile. Une seule incidence suffit parfois à poser le diagnostic. Les syndromes de Loge à type de contracture de Volkmann sont plutôt rares. À l'examen clinique, nous allons retrouver un coude tuméfié que les enfants bougent rarement à cause de la fracture. L'œdème au coude va se révéler une caractéristique constante. Avant le traitement, un bilan vasculaire et neurologique complet est essentiel et nécessaire. Pendant cet examen clinique, il faut principalement rechercher des signes de syndrome de Loge par la palpation du bras et de l'avant-bras. Un point important est qu'il faut faire rapidement le diagnostic différentiel entre une luxation et une fracture du coude. Pour faire ce diagnostic différentiel, on peut s'aider des trois repères du coude que sont l'épicondyle médial, l'olecrane et l'épicondyle latéral. Ces trois points osseux vont s'aligner en une ligne sur un coude en extension et vu par l'arrière et vont former un triangle isocèle lorsque le coude est en flexion. C'est le triangle de Nelaton. Ces mêmes repères, même dans les fractures déplacées, vont garder la même relation entre eux. Cependant, le triangle isocèle sera basculé vers l'arrière en signe de fracture. La suite de l'examen clinique va concerner l'examen neurologique. Vous allez vous retrouver dans la situation d'un enfant qui n'est pas coopérant à cause de la douleur. L'essentiel sera de le rassurer et de ne pas lui infliger encore plus de douleur. Le minimum à rechercher sera la sensibilité et la motricité de la main par l'évaluation des trois nerfs que sont le nerf radial, le nerf médian et le nerf cubital. Le nerf radial, sa fonction sera évaluée par une extension du pouce. Ce sont des mouvements que vous demanderez à l'enfant de faire sans le toucher. Puis, une flexion du pouce, par exemple en lui demandant de faire une forme O avec le pouce et l'index, vont nous donner la fonction du nerf médian. Puis enfin, un croisement des doigts en ciseaux, en signe de fonction des abducteurs et adducteurs, va nous donner la fonction du nerf cubital. La suite du traitement et la préparation au geste thérapeutique va nécessiter un bilan radiologique par l'établissement d'un cliché de face et de profil. Après cette radiographie, il faudra évaluer les noyaux d'ossification des os du coude. Notre séminaire web étant interactif,
je vous adresse la question suivante pour avoir votre avis. Afin d'éviter des coups et de la douleur, si une fracture déplacée du coude pédiatrique est diagnostiquée sur le premier cliché, est-il nécessaire d'obtenir le second cliché? Veuillez répondre par oui ou par non en cliquant sur A ou B. Votez maintenant. OK. Les résultats sont disponibles et pour continuer, l'évaluation de la radiographie va nécessiter quelques connaissances préalables. La première chose à savoir est l'angle de Baumann. C'est un angle l'angle formé entre la ligne posée sur la diaphyse humérale et l'axe du cartilage de croissance du condyle externe. Cet angle varie entre 70 et 75% et ne devrait pas dépasser 80%. Et il peut être très variable chez les jeunes enfants. Puis, sur les radiographies faites, il faut tracer la ligne radio-capitulaire. C'est une ligne tracée le long de l'axe du radius et qui croise le capitulum sur la radiographie de profil en son milieu. Puis, il faudra tracer la ligne humérale antérieure. C'est une ligne posée le long de la face antérieure du cortex huméral et qui doit passer par le milieu du capitulum. Cette ligne est également variable chez les très jeunes enfants. Enfin, l'angle du condyle latéral doit être évalué. Le capitulum est angulé antérieurement vers l'avant d'environ 30 degrés. Puis, il vous faudra évaluer l'âge de l'enfant en évaluant les noyaux d'ossification du coude. D'une manière générale, ces noyaux d'ossification apparaissent pour les différents éléments osseux à des âges différents. Le capitulum apparaît entre 0 et 2 ans, la tête radiale entre 3 et 4 ans, l'épicondyle médial entre 5 et 6 ans, la trochlée entre 7 et 8 ans, l'olécrane entre 9 et 12 ans, l'épicondyle latéral entre 10 et 14 ans. Ces noyaux d'ossification apparaissent environ 1 an plus tard chez les garçons. En termes de mémotechnique, vous pourrez remarquer le cryptogramme CRITOE pour capitulum, tête radiale, épicondyle médial, trochlée, olécrane et épicondyle latéral pour le temps d'ossification. Les lésions du coude chez l'enfant sont multiples. Et lors de ce séminaire, nous allons nous concentrer sur les 3 lésions suivantes. Premièrement, les fractures supracondyliennes. Deuxièmement, les fractures du condyle latéral. Et troisièmement, les fractures de l'épicondyle médial. Pour commencer, nous allons traiter des fractures supracondyliennes.
Celle-ci représente environ 60% des fractures du coude chez l'enfant. 95% de ces fractures au total vont être des fractures en extension, souvent à la suite d'un traumatisme banal, soit par chute sur la paume de la main, ou alors lorsque la laxité ligamentaire et l'hyperextension du coude sont des facteurs mécaniques. Peuvent être associés à une fracture du radius distal ou à une fracture de l'avant-bras. Pour pouvoir planifier le traitement, une classification de ces fractures est nécessaire. Et celle qui est la plus courante est la classification de Gartland en vogue depuis 1959. Elle présente 3 types. Le type 1 vont être des fractures non déplacées. Le type 2 va être pour des fractures déplacées avec 2 subdivisions. A, lorsqu'il existe une charnière périostée, et B, lorsqu'il y a une rotation entre les fragments avec cependant une impactation. Et le type 3 va être dédié aux fractures complètement déplacées. Et dans ce type 3, on remarque à 75% que les fragments peuvent être postéro-médial et à 25% que le fragment distal se retrouve postéro-latéral. L'autre classification importante est celle de l'AO mise en place dans la brochure de AO Pediatric Comprehensive Classification of Long Bone of Fractures. Cette classification présente 2 grands groupes, des fractures incomplètes avec un type 1 et un type 2 et des fractures complètes avec un type 3 et un type 4. Notre séminaire web étant interactif, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos questions au chat modérateur qu'est le Dr Léonard. Et pour continuer, je vais vous présenter un premier cas sur lequel nous allons discuter ensemble. Il s'agit d'un cas de fracture humérale supracondylienne de type 3. Maintenant, ma question. Comment traiteriez-vous cette fracture présentée sur la radiographie en milieu sous-développé? Comme élément, je vous dis que la peau est intacte, que la perfusion de la main est adéquate. Ma question est de savoir, est-ce que vous traiteriez cette lésion A, simplement par traction du bras droit exclusivement, B, par réduction fermée et la pose d'une attelle plâtrée, C, par réduction fermée et embrochage percutané, D, par réduction à foyer ouvert, parabole minimale et embrochage. Prière de voter maintenant. OK. Je vois que la plupart des participants ont opté pour une réduction fermée et embrochage percutané. Ce que je dois vous rappeler est que nous sommes ici dans un contexte de pays sous-développés et à faible revenu où un amplificateur de brillance est parfois indisponible. À ce moment, nous aurons pendant la discussion le temps de discuter les options thérapeutiques. Je vais vous proposer maintenant un algorithme de prise en charge pour ce type de fracture supracondylienne de type 3 dans un environnement sous-développé. Premièrement, il s'agira d'évaluer les radiographies et voir s'il y a un œdème clinique. Puis, nous proposons une traction du bras droit, traction collée pendant 2 ou 3 jours pour faire diminuer l'œdème, le bras en extension et en suspension. Puis,
l'enfant pourra être admis au bloc opératoire pour une réduction à foyer ouvert par mini-incision et embrochage. Nous proposons 2 broches de Kirchner introduites du côté latéral. Suivra donc, après 3 à 4 semaines, l'ablation des broches et une immobilisation plâtrée pour conclure le traitement. Après cet algorithme, ma question à vous est de savoir si vous êtes d'accord avec cet algorithme de traitement dans le cas où il n'y a pas un accès à un amplificateur de brillance. A pour ceux qui pensent que oui et B pour ceux qui pensent que non. Merci de voter maintenant. OK. Je vois que 60% des participants sont du même avis que nous. Car à cause du manque de l'amplificateur de brillance, il peut être nécessaire de faire un abord par voie ouverte. Dans le cadre du traitement de ces fractures supracondyliennes, je vous présente maintenant quelques options thérapeutiques en commençant par ce travail de Gadgit et al. Paru dans le Journal of Bone and Joint Surgery de 2005, qui a évalué le traitement de ces fractures supracondyliennes uniquement par une traction collée. Il s'est avéré dans l'évaluation de ce travail que ce traitement peut être le traitement de choix chez les enfants de moins de 10 ans et que les résultats sont aussi bons que la chirurgie. Et lors de ce travail, il n'a été observé aucune complication iatrogénique. Puis, les bases du traitement sont la connaissance de la technique de Blount pour la réduction fermée d'une fracture supracondylienne. Elle est la base pour le traitement initial. Pour décrire la technique, il s'agit de procéder premièrement à une traction du membre aisé douce et contrôlée en extension, puis à l'aide de votre main gauche, certainement si vous êtes droitier, de corriger le valgus et le varus, comme présenté sur l'iconographie numéro 2. Après, il faut faire une flexion à 120 degrés en exerçant une pression ferme sur le l'écran pour ramener le fragment osseux en position. Puis, à la fin du geste, il faut faire une pronation du membre si le fragment était en postéro-médial et une supination si le fragment s'était retrouvé en postéro-latéral. Ce traitement comporte quelques pièges qu'il faut connaître. La malrotation des fragments va être responsable de l'angulation en varus et en valgus. Il faut surveiller les mains roses et chercher le pouls. Il faut faire très attention aux mains pâles qui peuvent nécessiter une révision vasculaire par voie ouverte. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fractures traitées à foyer ouvert vont entraîner une raideur beaucoup plus grande. Il faut encourager la mobilisation active du coude chez les enfants dès la 3e ou la 4e semaine. Important étant de savoir qu'il n'y a aucune nécessité pour des séances de physiothérapie passive et supervisée chez ces enfants. Maintenant, nous allons passer au traitement des fractures du condyle latéral. Nous allons de nouveau vous proposer un cas pour la discussion commune. Il s'agit cette fois
d'une fillette de 3 ans après un traumatisme du coude qui présente la radiographie que vous voyez sur vos images. Ma question est de savoir, cette lésion vous inquiète-t-elle? Comme une fois de plus, la peau est intacte et il existe une perfusion adéquate de la main. Veuillez répondre par A si vous pensez que cette région vous inquiète, par B si elle ne vous inquiète pas, par C si elle vous inquiète un peu et par D si vous n'êtes pas certain de ce qu'il faut faire. Veuillez voter maintenant. OK. Tous les participants pensent que c'est une lésion qui devrait nous interpeller. Alors, si elle nous interpelle, la prochaine question est de savoir comment traiteriez-vous cette fracture en milieu sous-développé. À titre d'indication, l'écart de la fracture est de 2 mm environ. Alors, allez-vous procéder juste à la pose d'une écharpe et mobilisation précoce? Ou alors B, une immobilisation plâtrée, C, une immobilisation plâtrée avec contrôle radiologique chaque semaine, D, une réduction fermée et immobilisation plâtrée, ou alors E, une réduction par foyer ouvert latéral avec embrochage avec des broches de Kirchner. Donnez-nous votre vote maintenant. OK. Je vois que la plupart des participants ont autant décidé de faire une mobilisation plâtrée que autant ont proposé une réduction fermée et une mobilisation plâtrée, et autant ont également proposé une réduction par foyer ouvert latéral avec une broche de Kirchner. D'après vous, quel sera le résultat après réduction à foyer ouvert? Est-ce que cette fracture va guérir en position anatomique A, ou bien il risque d'y avoir une union tardive en B, ou bien la réponse C, redoutez-vous un cubitus valgus, ou réponse D, redoutez-vous un cubitus varus? À titre d'indication, le traitement fait a été par embrochage et avec des broches de Kirchner. Et sur la radiographie de contrôle ci-contre, la bonne position des broches aurait été celle indiquée par les flèches jaunes. Maintenant, donnez-nous votre avis sur la suite de ce traitement. OK, exactement. La plupart des participants pensent que la fracture sera guérie en position anatomique, et ce qui est effectivement le cas. Pour le traitement de ces fractures du condyle latéral, ce qu'il est important de savoir, c'est la classification de Jacob qui va donner des indications sur la suite du traitement. Il existe un stade 1, un stade 2 et un stade 3. Le plus important étant de savoir et de chercher s'il y a une charnière cartilagineuse existante du côté médiane, car c'est elle qui représente le plus important signe pour la guérison. Quelques indications maintenant sur les principes du traitement de ces fractures du condyle latéral en milieu sous-développé. Ces principes de traitement s'appliquent dans le cas où il n'y a pas d'amplificateur de brillance disponible. Alors, il est dit que dans un déplacement minimal, c'est-à-dire inférieur à 2 mm, une immobilisation plâtrée pendant 3 semaines et des contrôles de radiographie est
suffisante. Cependant, si le déplacement est supérieur à 2 mm, il est conseillé une réduction sanglante par mini-abord latéral, puis une réduction anatomique par fixation avec 2 broches de Kirchner. L'ablation des broches surviendra après 4 semaines et la suite du traitement se poursuivra par un plâtre, une attelle plâtrée pendant 2 semaines de plus. Ce que vous rencontrerez souvent, ce sont les présentations tardives, c'est-à-dire après plus de 12 semaines après le traumatisme. Et dans ces cas, il est usuel de se retrouver avec des pseudarthroses et des nécroses avasculaires et nous proposons de privilégier ici la fonction devant le préjudice esthétique. Et de préférence, il faut observer l'évolution naturelle tant que les participants ne se plaignent pas des troubles de la fonction. À titre indicatif, ces radiographies sont celles de la fracture présentée pour cette discussion. Il en ressort que la déformation en cubitus valgus n'a pas augmenté et n'entrave pas la fonction du coude. Maintenant, nous allons parler des fractures de l'épicondyle médial. Une fois de plus, je vous propose de discuter à partir d'un cas concret. Je vous dédie cette radiographie du coude et vous pose la question suivante. Comment traiteriez-vous cette lésion en milieu sous-développé? Est-ce que c'est suffisant A, de faire une immobilisation plâtrée, B, de procéder à une réduction fermée et immobilisation plâtrée, C, de procéder à une réduction fermée et embrochage percutané, ou alors D, de procéder à une réduction sanglante par abord mini-invasif et un embrochage. Merci de nous donner vos avis en votant maintenant. OK? 80% des participants pensent que une réduction sanglante par abord mini-invasif et embrochage est nécessaire. Ce qu'il faut préciser sur cette radiographie, c'est premièrement qu'il faut se souvenir des lignes que nous avons tracées tout à l'heure. Et si vous traciez sur cette radiographie une ligne radiocapitulaire, vous verrez directement que ce coude est luxé. Et puis, il existe une incarcération d'un fragment osseux intra-articulaire. Et c'est généralement les fractures du condyle médial qui incarcèrent dans l'articulation. Et pour en parler, il s'agit des fractures qu'on retrouve dans la tranche des 10-14 ans. Ces fractures sont généralement simples et extra-articulaires. Ce sont principalement des arrachements osseux suite à des abductions du coude en valgus. Elles peuvent compliquer des lésions plus sérieuses, comme dit précédemment, des luxations du coude à 50% et l'incarcération du fragment osseux dans 20% des cas. Pour vous proposer des principes de traitement de ces lésions de l'épicondyle médial, nous allons dire que, en cas de déplacement minimal, un plâtre brachio-antébranchiopalmaire pendant 3 semaines va suffire. Déplacement minimal signifie ici qu'il y a un gap inférieur à 5 mm. Il a même été reporté de bons résultats, même pour des déplacements plus importants, c'est-à-dire entre 5 mm et 1 cm.
Les seules indications au traitement chirurgical vont être l'échec de désincarcération du fragment osseux intra-articulaire et le cas des fractures ouvertes. Il faut maintenant savoir faire une désincarcération de ce fragment osseux intra-articulaire. Et ceci nous est décrit par la technique de Robert pour désincarcération d'un fragment osseux d'épicondyle médial. Le geste technique consiste en une abduction forcée du coude qui est en extension, puis une supination de l'avant-bras suivie par une extension simultanée du poignet et des doigts. Généralement, cette manœuvre réussit à désincarcérer le fragment incarcéré dans l'articulation. Après la désincarcération, une radiographie de contrôle est absolument nécessaire. Les fractures du coude chez l'enfant vont aller de pair avec certaines complications qui vont être soit des malunions et non-unions, des défauts de rotation entraînant des déformations en valgus et en varus, des nécroses cutanées suite à des traitements indigènes. On retrouve souvent une ankylose du coude en extension et des raideurs articulaires. On peut retrouver des troubles de la croissance du membre par lésion du cartilage de croissance. Des myosites ont été décrites ainsi que des pseudarthroses. Et, bien que rares, il ne faut pas oublier de rechercher les syndromes de Loge et avec des contractures de Volkmann. Dans nos environnements en milieu sous-développé, il y a des considérations socio-culturelles qu'il faut prendre en compte dans le cadre des traumatismes du coude pédiatrique. Il faut toujours prendre en compte les aspects culturels. Envisagez que vous pourrez ne pas revoir l'enfant après votre traitement. Le plateau technologique hospitalier est généralement obsolète avec une absence de radiographie et d'un amplificateur de brillance. En l'absence d'amplificateur de brillance, le traitement par mini à bord du coude peut s'avérer nécessaire en cas de fracture déplacée. Les ressources financières sont d'habitude minimes, mais le traitement doit reposer sur la maîtrise de la pathologie par le praticien. Les techniques de traitement privilégiées seront la traction collée, les techniques de réduction à foyer fermé et les embrochages avec des broches de Kirchner. Dans les pays en voie de développement et à faible revenu, les situations suivantes sont plus la norme que des exceptions. Il va s'agir de la présentation tardive des patients, de traitements initiaux insatisfaisants, de l'impossibilité d'obtenir une radiographie et, malgré l'absence de ces moyens, la connaissance parfaite de cette lésion par le praticien est nécessaire pour obtenir des résultats de traitement acceptables. Maintenant, notre recommandation thérapeutique en milieu sous-développé pour le traitement de ces fractures supracondyliennes et du coude chez l'enfant vont être les mêmes que celles établies par Demeron et Thompson en 1959 et qui gardent complètement leur actualité. C'est-à-dire, le traitement le plus simple est presque toujours le meilleur traitement. Il faut autant que possible que le traitement initial soit en même temps le traitement définitif.
La réduction des fragments osseux doit être obtenue et particulièrement la rotation. Dans le cas du coude, il faut prendre en considération que le remodelage sera presque inexistant. Si vous avez un bloc opératoire équipé comme celui que vous avez à l'image, c'est que certainement, vous n'êtes pas un pays sous-développé et que un bloc opératoire de ce genre reste encore un rêve pour nos systèmes de santé. Maintenant, nous allons vous inviter à soumettre vos questions à travers en ligne pour que notre chat modérateur, le docteur Léonard, à qui je passe la parole, puisse m'aider à y répondre et prendre aussi quelques questions qui sont arrivées entre-temps. Léonard, maintenant à toi. Ok, merci Florent. J'ai quelques questions qui me sont venues de certains participants. La première question est, un participant veut savoir sera la durée de la traction cutanée. Combien de temps vous allez garder un enfant en traction cutanée? Oui, Léonard. La traction collée va durer environ 21 jours, c'est-à-dire 3 semaines, avant d'être remplacée par un attelle plâtré postérieur. Ok. La seconde question, la deuxième question que un des participants a posée, c'est celle-ci. Lors de l'embrochage percutané, s'il vous arrive à traumatiser le nerf cubital, qu'est-ce que vous allez faire? S'il arrive de faire une lésion du nerf cubital pendant pendant un embrochage, la chose la plus simple à faire est de retirer la broche et d'observer. Généralement, on observe une récupération du nerf après que la lésion et que la plaie soit guérie après l'ablation des broches de Kirchner. Donc, il n'est pas nécessaire de vouloir à tout prix anticiper une exploration chirurgicale plus évoluée. Ok. La question suivante, c'est qu'un de nos participants voulait savoir s'il y a une limite d'âge pour une traction collée. Oui, Léonard. Si on se réfère à l'étude que j'ai présentée pendant le séminaire, les résultats chez tous les enfants en dessous de 10 ans ont été de très bons résultats. Et tous les enfants au-dessus de 10 ans ont présenté des résultats entre satisfaisants et insatisfaisants. C'est ainsi que nous pouvons dire que nous allons fixer l'âge à 10 ans pour le traitement par traction collée. Et comment se fait le retrait de la broche? Le retrait de la broche maintenant, il va déjà, si la broche a été laissée en sous-cutané, et il peut être nécessaire chez les enfants de faire une anesthésie générale pour retirer la broche. Et la broche n'étant pas filetée, son simple retrait et la pose d'une attelle plâtrée devrait suffire. Il y a un autre participant de Burkina Faso qui voudrait savoir si la traction en extension peut obtenir la réduction. Oui, Léonard, c'est en fait le sens de l'affaire. Dans la publication que je vous ai présentée,
il y a eu une réduction correcte des fragments par traction collée qui a été quand celle-ci est bien faite, en respectant le poids qu'il faut mettre dans la traction, en respectant que la traction, le coude ne doit pas reposer sur le lit du patient et qu'il y ait effectivement une traction, en veillant à ce qu'il y ait une surélévation du lit pour maintenir une action sur les fragments, on obtient une réduction du fragment et qui est comparable à un traitement chirurgical comme les résultats de l'étude l'ont montré. Ok, merci. Il y a une autre question où les participants voulaient savoir, en cas où vous avez une mère rosée, mais le malade n'a pas du pouls radial, quelle sera votre attitude? Oui, Léonard. Si on se retrouve avec une main rosée, mais avec un pouls qui n'est pas palpable, il est conseillé d'observer. Il n'est pas nécessaire d'indiquer, de poser directement une indication de traitement chirurgical. Généralement, on observe une amélioration clinique et avec la réobtention d'un pouls quelque temps après qu'on ait juste mis l'enfant en observation. Il y a une autre question qui vient de nous arriver. Le participant voulait savoir s'il y a des trucs pour l'examen clinique neurologique. Oui, merci Léonard. Comme truc, la première des choses qu'il faut faire, c'est de mettre l'enfant en confiance. Et la connaissance de l'anatomie et de la physiologie va donc juste exiger qu'on demande à l'enfant de faire les mêmes gestes que nous lui proposons, c'est-à-dire une flexion, une extension du pouce pour le nerf radial, une flexion du pouce pour le médian et lui demander de faire des ciseaux avec ses doigts pour le nerf cubital. Et normalement, ça devrait suffire pour avoir une idée sur la fonction des trois nerfs de l'avant-bras. Peut-être la dernière question qui m'est arrivée maintenant. Si un enfant avec fracture du condyle latéral vous arrive 4 semaines après le traumatisme, comment est-ce que vous allez aider cet enfant? Donc, comme nous l'avons dit, Léonard, pendant l'exposé, les arrivées tardives vont demander d'abord un temps de surveillance. Ce qu'il faut savoir, c'est que même dans le cadre d'une exploration chirurgicale, vous allez vous retrouver avec un statut qui ne vous permet pas de savoir où est-ce qu'il faut aller refaire la reposition du fragment. Donc, dans ces situations-là, nous proposons d'observer et de ne pas poser directement une indication chirurgicale et d'attendre environ 10 semaines, 12 semaines et voir comment se comporte la guérison et la fonction avant de décider. Ok. Merci beaucoup, Florent. J'ai encore quelques questions qui viennent de me tomber sur ma table. Maintenant, un participant voulait savoir quelles sont les indications de la méthode de Blount. Oui, Léonard. La méthode de Blount est la méthode de base et elle garde toute son actualité. Cependant, elle ne peut être appliquée toute seule que lorsque vous disposez d'un amplificateur de brillance. Dans les cas, si on voit la classification que nous avons de la classification de Garland, les types 1 ne vont nécessiter aucune réduction. Maintenant, la méthode de Blount va concerner les types 2 et les types 3. Mais dans le cadre du suivi, il vous faut absolument un amplificateur de brillance pour ne garder que la méthode de Blount toute seule. Cependant,
Même lors de l'exploration chirurgicale, la réduction de la fracture va nécessiter de faire la méthode de Blount pour amener le fragment en position avant de le fixer avec votre broche de Kirchner. OK. Maintenant, il y a un participant qui est beaucoup intéressé à savoir, vous voyez, quand on fait les tractions des membres inférieurs, on utilise le poids. Alors, le participant ici voulait savoir, pour ce genre de traction des membres supérieurs, quel est le poids qu'il faut utiliser pour cette traction? Oui, pour le poids qu'il faut utiliser pour cette traction, Leonard, je vais me référer à l'étude que je vous ai présentée et dans cette étude, il est décrit un poids de 1 à 1,5 kg. C'est ce que les investigateurs ont utilisé pour faire leur travail. OK. Pour une fracture supracondylienne avec un peu de déplacement, pour une fracture supracondylienne avec un peu de déplacement, faites-vous une réduction de toute façon? Ça, c'est un participant qui vient de demander cette question. Léonard, pour répondre à cette question, je vais utiliser deux éléments. Premièrement, si le peu de déplacement signifie que vous la classez Gatland 1 ou bien Gatland 2, si vous classez Gatland 1, vous n'avez pas besoin de réduction. Si vous classez Gatland 2, mais A, c'est-à-dire que un peu déplacé, vous avez besoin d'une réduction. Maintenant, la réduction, un peu de déplacement, il faut savoir que le coude a un mauvais potentiel de remodelage. Donc, il faut, autant que faire se peut, essayer d'avoir la réduction la plus parfaite. OK, merci beaucoup, Florent. Il y a une autre question. Un des participants voulait savoir si vous avez une expérience avec une anesthésie régionale pour réduire les fractures du coude chez les enfants. Oui, personnellement, nous n'avons pas d'expérience avec une anesthésie régionale pour la réduction de ces fractures. Dans nos environnements, en milieu sous-développé, il est plus simple de procéder à une anesthésie générale qui est plus facile à faire et qui peut être faite par les techniciens d'anesthésie, même dans le cas où il n'y a pas un médecin d'anesthésie. L'anesthésie régionale, qui est un geste spécialisé, va plutôt nécessiter des moyens plus évolués pour faire un bloc régional et ceci devient beaucoup plus difficile dans nos environnements à faible revenu. Et si on n'a pas de senseur pour l'oxygène, que fait-on pour le suivi de la circulation de la main? Oui, Léonard. Le geste le plus simple sera de surveiller le temps de recapillarisation. Un temps de recapillarisation suffisamment court va signifier que une revascularisation est parfaite et acceptable. OK. Peut-être on n'a pas suffisamment de temps. Je pense que il va bientôt être la fin de cette séance, mais j'ai une toute dernière question. Comment faites vos embrochages si vous n'avez pas de drill, de power drill? Vous avez compris la question? Oui, Léonard, j'ai bien compris la question. Dans nos environnements, il faut dans tous les cas toujours se préparer à ne pas avoir de power drill parce que même quand on a un power drill, la prochaine coupure d'électricité va vous faire des difficultés pour l'utiliser. Donc, dans ce cas, une poignée américaine avec un mandrin de Jacobs ou bien un vilebrequin avec un mandrin de Jacobs va largement suffire pour enfiler vos broches. Puis, vous pourrez compléter le geste après avoir plié la broche en frappant tout doucement dessus avec votre marteau d'ostéosynthèse
et pour pousser la brosse et procéder à l'impactation. Ok, merci beaucoup, Florent. Je vous passe la parole. Je pense qu'on va continuer à répondre à certaines de vos questions en temps de offline. Merci, Florent. Ok, Léonard. Pour continuer le webinaire et aller vers les mots de la fin, ce que nous allons dire, c'est que les fractures du coude pédiatrique sont communes, qu'il est important pour poser le diagnostic correct la première fois qu'on voit l'enfant et une consultation précoce est essentielle pour obtenir un bon traitement. L'évaluation clinique doit être soigneuse. Il faut connaître l'aspect d'une radiographie normale du coude de l'enfant pour pouvoir poser le bon diagnostic, car on peut ne pas voir la surface articulaire à la radiographie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les petites fractures peuvent produire de gros problèmes. Comme message final, nous voulons vous réitérer qu'après la réduction, le patient, les enfants doivent pouvoir rester à l'hôpital pendant 2 ou 3 jours. Qu'après l'ablation du plâtre, il faut laisser l'enfant mobiliser tout seul progressivement son coude et qu'il n'y a aucun besoin d'indiquer une physiothérapie assistée. La fonction du coude va primer sur les aspects esthétiques et il est prudent et conseillé d'utiliser des broches de Kirchner lisses pour la fixation plutôt que des vis, car les broches peuvent être retirées plus facilement. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de notre séminaire et nous adressons tous nos remerciements à l'équipe qui a participé à sa réalisation et principalement à la Fondation AO et AO Trauma ainsi que à l'AO Institute, à l'AO Education Institute. Nous vous remercions pour votre participation. Nous vous rappelons que à la fin du séminaire, nous continuerons à répondre à vos questions hors ligne et que il vous sera adressé un survey et que vos réponses à ce survey nous intéressent et nous vous remercions une fois de plus pour votre participation. Le séminaire est enregistré et est disponible sur le site web de la Fondation AO Alliance et vous pouvez y avoir accès à tout moment. Merci.